sans passer en revue toute l'histoire du Liban et vous remonter trop loin, je pense qu'il faut quand même partir de 1943, c'est-à-dire l'indépendance du pays, au départ des Français qui avaient un mandat sur ce que l'on appelle le Grand Liban. Et lorsque les Français s'en vont, le pouvoir est partagé entre les différentes communautés libanaises. L'équilibre institutionnel établi à l'indépendance est bouleversé par l'arrivée d'une importante population palestinienne à partir de 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Ça crée un déséquilibre sur le territoire du Liban qui est grand comme le département de la Gironde. Et les militants palestiniens qui s'installent avec leur famille dans le sud du Liban ne sont pas tenus, selon les accords signés au Caire en 1969, d'obéir aux lois libanaises. Ils ont leurs propres règles et ont le droit d'utiliser leurs armes. C'est d'ailleurs lorsque un mitraillage s'est produit le 13 avril 1975 que la guerre démarre. La guerre civile, c'est la pire des guerres, puisque c'est pas un ennemi identifié, c'est votre voisin de palier qui vous tire dessus. Vous avez des barrages partout, vous avez des enlèvements, vous avez des massacres, vous avez des exécutions sommaires, il faut se méfier de tout le monde. C'est une situation épouvantable. لما بلش الحرب وين بدنا نروح؟ ما فيش عنا ملجأ في عند الجيران. كل ما بلش الحرب الضارب بدنا احمل ولادي ونهرب على الملجأ. وهالملجأ مثل الكنيسة، صفوف فيها شي 60 شخص يقعد بهالملجأ، وأكثر من 60 شخص. لأنه بس وهالضارب حوالينا بوب 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 يضرب هالأنابل تضرب من العشية للصبح. الصبح نهني بعضنا، اللي بعده طيب واللي ما صروشين نهني بعضنا. J'ai plein de petits souvenirs comme ça, par exemple, si je devais aller voir une copine ou aller acheter quelque chose, de faire un sprint de notre maison jusqu'à chez les voisins pour éviter les snipers. Donc on se préparait à courir au plus vite comme ça pour éviter en fait de recevoir une balle. Il y a des endroits où on avait de mal à circuler. On avait de mal à circuler, ce qu'on faisait dans un bâtiment ou une maison. De l'intérieur de la maison, on faisait des trous dans les murs pour pouvoir traverser sans qu'on mette les pieds dehors. Une après-midi de temps, des milices se tiraient dessus, enfin elles étaient en conflit, et la vie s'arrêtait parce que tout d'un coup il y avait une mini-guerre sur des quartiers de Beyrouth, et même on voyait que la circulation, tout le monde s'arrêtait. On n'osait pas trop prendre la douche, aller à la douche pour une simple raison, parce que on ne savait pas à quel moment le bombardement commençait, et puis si c'était trop délicat, et puis on n'avait pas le temps, parce que jour comme nuit, il y avait des risques. J'ai le souvenir d'enfants comme ça, d'être privés de liberté, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu peux plus sortir, tu peux plus aller à l'école, il y avait plus de scolarité. Donc de l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans, c'est presque toutes les années de collège, on n'est presque pas allé à l'école. Comme la guerre existe depuis des décennies, c'est des enfants qui ont connu guerre. Et pour eux, même avoir un fusil, c'est pratiquement quelque chose de naturel. J'ai perdu des proches pendant la guerre, il y avait des cousins, des cousines, et dont mon frère. Mon frère, quand je l'ai perdu pendant la guerre, il avait 15 ans. À 15 ans, un jeune garçon, il ne pouvait pas aller où il veut, comme c'était trop limité à cause de... Voilà. Et pour aller jouer avec ses copains, son frère et tout le monde, ils sont allés pour faire la piscine. Et pour faire la piscine, mais lui, il ne savait pas le moment qu'il jouait, ils étaient en train de vider, c'est un étang en fait, c'est pas une piscine... Et ils étaient en train de vider l'étang. Et lui, il voulait plonger.
il a plongé et il a touché le fond de l'étang et puis il est monté aussitôt à la surface paralysé. Mais le problème, pendant la guerre, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, on ne pouvait pas aller n'importe où, mais on s'est débrouillé quand même par tous les moyens pour l'amener à l'hôpital, mais au Liban, on ne pouvait pas, on l'a amené en Syrie. Et la Syrie, à Damas, ils soignaient, comme il y avait beaucoup de gens de Liban qui partaient là-bas, ils ne prenaient pas attention aux blessés, c'est moi qui ai été avec mon frère à côté de lui, comme il était paralysé. J'ai passé une semaine en Syrie pour être près de lui. Mais au bout du 7e jour, il est décédé. J'ai dit à cause de la guerre, parce que déjà le moyen de s'amuser, c'était là un étang. Et en plus, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de soins, il n'y avait rien du tout. Et c'est comme ça qu'on a perdu notre frère. المحلات مسكرة والبيت شوفي هاللي فيه نطبخ برغل نطبخ رز هاللي موجود نعمله وناكله لحتى هي كانت فتحت المحلات تفتح ساعتين هاللي لحق يجيب أغراض ولا يطعمي ولاده. J'ai donné avec des amis à moi et proches. On faisait le tour à tout le monde, celui qui avait à manger ou pas à manger, on ramassait des pains et on distribuait à celui qui l'a pas. شو بدك لحتى اجيب لك؟ قلت له جيب لي هاك، جيب لي الصاج وجيب لي طحين وجيب لي خميره لاخبز. قال لي منين بدي اجيب لك؟ ما انا مسكر المحلات. قلت له لك ليش عم تقول لي بدي اجيب لك؟ Quand la guerre a commencé en 75, on sait même pas c'était quoi la guerre parce qu'on n'a jamais vu de guerre. Et c'était vraiment terrible parce qu'après on disait toi tu es musulman, toi tu es chrétien et on était obligé de quitter les quartiers chrétiens pour aller dans le quartier musulman. Mais on était complètement paumés, perdus parce que c'était notre quartier quoi. Mon père m'a toujours dit qu'il faut qu'on se défendre, il faut se protéger parce qu'à une certaine période pendant la guerre, on a appris que les gens des étrangers ou je ne sais pas qui, ils violaient les filles, ils allaient à droite et à gauche, ou ils enlevaient des filles. Et voilà pourquoi on s'est mis à se protéger, à se défendre, et on avait des armes et tout ça pour rien que pour se protéger. Les gens en fait cherchaient des armes. C'est pas parce qu'ils étaient engagés dans la guerre civile, mais ils cherchaient des armes pour se protéger, pour garder leur famille, quoi. Les jeunes et les hommes voulaient protéger leur famille. Et tous les partis politiques qui pouvaient leur fournir des armes, ils adhéraient à ces partis pour avoir une arme pour protéger leur famille. J'ai failli être kidnappée parce que justement on se déplaçait en voiture et notre voiture, une vieille Mercedes, était tombée en panne. Donc j'avais fait des démarches, comme j'avais dit, j'avais essayé de me mettre en relation avec toutes les associations qui apportaient une aide auprès des réfugiés. L'ONU nous avait prêté une petite 4L. Et ils avaient dû nous prendre pour des personnes de l'ONU et le médecin et moi, on était arrêtés en plein Beyrouth, plein après-midi avec une dizaine de personnes cagoulées, bien armées. J'ai baragouiné quelques mots en anglais comme quoi j'étais nurse et que je travaillais pour une association certainement pas palestinienne. J'ai essayé de faire un flou artistique là-dessus et le médecin a été traumatisé, il n'a plus jamais voulu sortir. J'ai dû appeler l'association en France pour le faire rapatrier. On a roulé 5 minutes. Tout en coup, il y a un taxi qui était devant chez nous, devant la voiture, devant notre voiture. Et il s'est arrêté devant nous et 3 militaires qui sont sortis de la voiture. Un qui est venu à côté de... j'ai baissé ma vitre. Elle a mis son arme sur ma tête ici, comme ça. Elle a dit, ne bouge pas. On nous a mis dans une cellule, 1 mètre, 1,50 m. C'était des toilettes. Les 5 premiers jours, on est restés tous les 3 dans cette cellule. Et quand le soleil tape, surtout les midis, on crevait de chaleur, on ne pouvait plus respirer. Alors, chacun son tour, moi avec les 2 amis, en fait, on mettait la tête, il y avait il y a un espace vide entre la porte et le sol. On mettait le nez dehors, en bas pour respirer en fait. Chacun, tous les 5 minutes.
Il y avait des gens qui montaient la garde dans les montagnes et on était prêts à aller leur donner du pain pour manger. Et puis juste avant d'arriver, il y a eu un mi-chemin, il y a eu le bombardement. Et avant d'arriver où les gens ont monté la garde, il y a eu une bombe et il a supprimé tout le monde. Il n'y avait plus personne. Donc il nous a fait trop mal et puis après on a cherché qui c'est qui est resté, qui c'est qui est mort ou blessé. On a fait l'inventaire, comme tous les jours d'ailleurs, tous les matins on faisait l'inventaire. Qui est vivant ou pas. C'était vraiment une désolation parce que tous les bâtiments, enfin beaucoup de maisons avaient été pilonnées. Il y avait toute une place qui avait été détruite. Et notamment dans la mosquée, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, c'est que la mosquée, elle avait été... excusez-moi, mais donc les corps étaient restés, même des enfants, ils avaient enterré les corps des gens dans la mosquée. Donc on voit rien, mais c'est 100 fois pire. Parce qu'on voit les gens qui avaient pu s'enfuir de chez eux, et quand ils sont revenus, et tout ça, on n'en parle pas vraiment à la télé, parce que c'est vraiment des micro-événements qui arrivent dans une grande guerre. Un jour, on nous a sortis des cellules pour nettoyer pour nettoyer dehors, en fait. Moi, j'avais une brouette dans la main. Tout en coup, il y a mon copain qui était derrière, il était en train de balayer. Il m'a dit, Issam, regarde, le militaire est en train de viser sur toi. J'ai regardé comme ça, je voyais le militaire, il a mis son fusil, il visait vers moi, en fait. Tout en coup, il y a une balle qui est partie, il a tapé dans la brouette, il a fait un trou, en fait. Et la brouette, elle est tombée par terre. Tout le sable, le morceau de verre tombé par terre. Et le militaire qui a visé sur la brouette, il n'était pas content parce que j'ai fait tomber... toute la saleté est tombée par terre. Il m'a dit allonge-toi par terre. Je me suis allongé par terre. Je commençais avec ma langue de nettoyer, gratter par terre pour enlever le sable et les morceaux de verre cassés, en fait. Quand je me suis levé, il y avait le sang qui coulait de ma bouche partout. Tout est abîmé ici et le sang qui coulait partout, en fait. La période de 5 ans, c'est la tache noire de ma vie au Liban. On a perdu beaucoup de voisins, beaucoup de proches, des amis, de gens qu'on ne connaît même pas. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts et c'était trop dur. عندي 3 راحوا بالحرب يمامة فاطمة عباس لحقنا على صورته يعني لقيناها بالوحيد هوديك لقيناهن محروقين الصور كلها احترقت لأنه من الضارب والبيوت تهبطت. Pendant peut-être 10-15 ans, je me réveillais la nuit, je rêvais qu'on me tirait une balle dans la tête. Voilà. Maintenant c'est fini, mais ça a duré très très longtemps. On doit tous réunir ensemble, que ce soit libanais, français, chrétiens, musulmans, être ensemble contre toutes personnes qui font la guerre. Et je suis sûr qu'on arrivera tous ensemble. Il y a peut-être une chose qu'il faut quand même dire, c'est que le Liban, avant tous ces événements-là, c'est la Suisse de l'Est de la Méditerranée. C'est-à-dire que vous avez là plusieurs religions, vous avez là plusieurs communautés, vous avez là une myriade de partis politiques. Vous avez en revanche la même langue, qui est l'arabe. Ça veut dire que c'est à la rigueur plus facile à organiser que la Suisse au départ, où il y a différentes langues, différentes communautés, différentes religions. قضينا المقاضي حرب لبنان التاريخ لازم كلياتنا نعملوا أفلام ونعرضوا على العالم كله لأنه قضينا المقاضي